cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. On est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode après une longue pause. Ça fait quelques mois que nous n'avons pas tourné un numéro sur notre podcast. L'année épisode était consacré à Anna Gandler au mois de juin et d'ailleurs c'est le 4e numéro le plus téléchargé de notre podcast. Donc on vous remercie pour votre fidélité même hors saison. Mais donc on est bien de retour pour attaquer la prochaine saison qui arrive donc à grands pas. Désormais nous sommes plus qu'à 2 mois de l'ouverture de l'hiver avec évidemment la Coupe du Monde, les Big Cup, la Junior Cup et les circuits nationaux. Et donc pour démarrer cette dernière ligne droite, on vous propose un épisode avec une nouvelle invitée. C'est la première fois qu'elle vient sur notre podcast et ça nous fait vraiment très plaisir. Elle est membre de l'équipe de France B. Elle était du côté de Prémanon il y a quelques jours pour le premier Summer Tour de cet automne. L'hiver dernier, elle a remporté 2 succès sur les BU Cup. On va évidemment en parler. C'est Anaëlle Bandou qui est avec nous. Bonjour Anaëlle. Salut, merci de me recevoir. Tu vas bien Anaëlle ? Oui, ça va bien. On récupère tranquillement du premier Summer Tour et on se prépare à repartir en stage là assez bientôt. Ok. En tout cas, merci Anaëlle d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là. Ça fait quelques temps, il faut le dire, qu'on voulait t'inviter. On s'est dit, on attend peut-être un petit peu tout ça. Mais allez, on s'est dit, allez, on y va avant la prochaine saison. Et en tout cas, merci d'être là. Et ouais, donc le premier Summer Tour qui s'est déroulé il y a quelques jours après Manon. Est-ce que ça veut dire qu'on rentre un peu dans la dernière ligne droite de la préparation ou voilà, il reste encore pas mal de travail ? Oui, comme tu l'as dit pendant l'introduction, c'est vrai que là, on va vite voir la saison arriver avec les premières courses du côté de Bessan mi-novembre. Et du coup, là, ça commence à s'intensifier un petit peu dans la préparation et on sent les premières courses arriver. Donc, c'est un mélange de bon stress et voilà, un peu moins de fatigue aussi parce qu'on commence à réduire un petit peu le volume d'entraînement. Donc, c'est une période que j'aime beaucoup, moi. L'excitation monte donc pour Anaëlle, mais aussi pour nous, en tant que le simple spectateur et fan de biathlon, et notamment pour Aurélie qui m'accompagne. Salut Aurélie. Salut Romain, salut Anaëlle. Tu vas bien Aurélie ? Oui, ça va bien. Et oui, comme tu disais, j'ai hâte que... Ah oui et non, en fait, c'est sympa aussi l'automne. Mais au moins avec l'hiver, la saison de biathlon reprend. Ouais, et petite breaking news, Aurélie est de retour en Norvège après quelques années en Belgique. C'est vrai, je suis à Oslo. Et donc, qui dit retour à Oslo, dit peut-être retour aussi à Holmenkollen en fin d'hiver pour la Coupe du Monde, non ? Oh oui, c'est quasiment certain, oui. Je vois pas comment... Je vois pas comment je passerai à côté. Je disais justement à Romain avant le podcast que ça faisait plaisir de revoir Holmenkollen en visu depuis ma fenêtre de cuisine de chez moi. Donc voilà. On est tous un peu jaloux d'avoir... Désolée. Franchement, une belle vue avec le beau tremplin en face de sa fenêtre de cuisine. Il est un peu loin, mais on le voit quand même. De Bretagne, il est encore beaucoup plus loin, donc malheureusement, c'est un peu compliqué pour le voir. Donc, merci Aurélie d'être là. Donc, Anaëlle, on va te décortiquer un peu le plan à venir pour le podcast. Donc, on va revenir un peu sur ta dernière saison. Comme je l'ai dit, tu as participé donc, à toute la saison d'IBU Cup avec notamment 2 succès. On va évidemment aussi apprendre un peu à te connaître, donc savoir qui es-tu, Anaëlle, vu que c'est la première fois en plus que tu viens sur notre podcast, donc je pense que nos fans ont hâte de savoir un peu plus sur toi. Et on va évidemment aussi se projeter sur la saison à venir qui va arriver à grands pas, revenir sur ta préparation et aussi évidemment sur tes objectifs à venir. Et enfin, tu vas y passer le petit jeu de fin. On va jouer avec toi et savoir un peu plus aussi si... Enfin non, je ne dis rien parce que nos auditeurs connaissent un peu les questions depuis le temps, mais il y a des choix assez cornéliens. Bon, Anaëlle, Aurélie, vous êtes prêtes ? Prête. Ok, c'est parti, jingle.
Alors très bien, alors avant de te donner la parole, Anaël, je vais la donner déjà à Aurélie. Aurélie, est-ce que tu peux donner les stats d'Anaël sur sa dernière saison, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, Anaël, tu as couru toute la saison dernière sur le circuit Buick Cup. Ça fait 25 courses au total, dont 23 individuelles. Et tu es reparti quand même avec 2 victoires et 8 top 10. Tu as fini 4e au classement général IBU Cup. Et tu es aussi reparti avec le petit globe de la Mastart. Tu as participé à tes premiers championnats d'Europe senior en Slovaquie, et avec une 25e place comme meilleure performance sur l'individuel. Tu finis la saison avec un pourcentage de 69,1% de réussite au tir global, avec 73,9% au coucher et 64,2% au debout, et le 4e temps de ski moyen sur toute la saison. Alors déjà, Anaël, est-ce que les stats sont bonnes? Alors là, je peux que vous faire confiance parce que c'est pas des choses que je calcule de mon côté. Mais ça me paraît pas trop mal. Ouais, ça te paraît cohérent en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, tu retiens quoi? Quelle est la stat qui te marque le plus? En tout cas, celle que tu peux retenir. Alors moi, je vais retenir les 2 podiums, enfin les 2 victoires surtout en IBU, Ouais. qui ont quand même vraiment marqué ma saison. Et après le 4e temps de ski moyen, voilà, qui reflète bien mes points forts pour l'instant. Et puis du coup, forcément, la stat de tir qui est encore quand même assez basse par rapport à ce que je vise aussi. Ouais. Bon. Donc tu retiens quand même voilà, pas En fait, mal je de... retiens tout. Ouais, Ouais. voilà. Donc en fait, tu réponds pas à la question, Anaël. Non, non. Mais oui, c'est vrai que pas mal de choses à retenir, hein. Et justement, alors pour commencer, globalement déjà, sur ta dernière saison, qu'est-ce que tu en penses finalement? Qu'est-ce que tu retiens de ta dernière saison? Ça a été une saison vraiment d'apprentissage. Déjà, il y a beaucoup de courses internationales, hein. J'ai fait toute la saison en IBU. C'était moi la première saison aussi complète que j'ai pu faire. Et donc j'ai découvert en fait ce qu'était une vraie saison à l'international et toute la voilà comment on apprend à gérer toutes ces courses qui s'enchaînent. Ouais. Et donc c'était voilà surtout beaucoup d'apprentissage cette saison dernière avec quelques déceptions aussi mais qui font partie de cet apprentissage. Ouais, comme disait Aurélie, hein, ça fait 25 courses au total sur l'ensemble de la saison en DB Cup. Les saisons précédentes, ouais, tu pouvais jongler entre le circuit national et les grands événements de la Junior Cup. Euh, c'est vrai que là, tu as franchi un cap, on va dire, dans ta carrière avec la dernière saison. Bah c'est sûr oui parce que en fait en IBU Cup sur une semaine d'IBU Cup on va avoir 3 4 courses en une seule semaine et alors que moi j'étais habituée aux week-ends nationaux où on a un week-end toutes les 2 semaines donc c'est vraiment différent. Le rythme est complètement différent. Ouais. Aurélie, Et du coup, comment as-tu abordé ta dernière saison? Tu avais des objectifs précis? Tu parlais d'une saison d'apprentissage, du coup. Est-ce que tu t'étais mis des buts? Oui, en début de saison, c'est vrai que j'avais l'objectif d'atteindre les 80% de réussite au tir. Donc j'ai pas réussi du coup, mais je pense que tous mes objectifs étaient un peu hauts parce que je m'étais aussi fixé l'objectif d'être très régulièrement dans le top 10 en IBU et au final bah je crois que tu as dit que j'avais fait 8 top 10 sur les 25 courses. Donc ça montre qu'on est encore loin du régulier dans le top 10 quoi. hmm. Mais pour quand même une première saison en IBU Cup, Mais après, il y a aussi énormément de positif. Voilà, il y a eu des courses de biathlon beaucoup plus complètes que ce que je pouvais faire par le passé. Des courses où j'ai su allier le ski et le tir. Et ça, c'est vraiment des courses que je retiens pour réussir à le mettre en place, on va dire, hmm. bah, le plus souvent possible. Ouais, j'allais le dire parce que pour une saison d'apprentissage, 4e au classement général et un petit globe, c'est quand même pas mal. Euh, pour une saison voilà, où tu commences. Après, j'entends bien que tes objectifs étaient plus élevés sur la régularité, mais je trouve quand même que c'est une belle saison d'apprentissage très prometteuse, moi. Oui, oui, non, mais c'est sûr que c'est une saison que j'ai finie en étant vraiment très satisfaite, hein, parce que au-delà des objectifs que j'avais pu me fixer en début de saison, finir 4e du général de l'IBU, ça montre bien, je pense, mon niveau moyen sur la saison qui était
à pouvoir batailler parmi les meilleures places de l'IBU. Donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment positif. Ouais. Tu t'étais vraiment imaginé en fait de pouvoir courir tout l'hiver sur les BU Cup en début de saison? L'objectif, c'était déjà d'y être dès les premières étapes, ça c'était clair. Et après, il y avait cette incertitude par rapport au championnat du monde junior, Ouais. où déjà en début de saison, on n'est jamais sûr qu'on va pouvoir faire toute la saison en IBU, mais ça, c'est vrai que c'était quelque chose que moi j'avais bien en tête. Et je savais juste pas si j'allais partir au championnat du monde junior ou rester sur l'IBU. C'était la seule incertitude. Mais c'est vrai que c'était quand même un objectif de faire le plus de courses possible en IBU. Ok. Tu t'entends parler, on en parlait, ta saison a été marquée par deux victoires. La première, c'était sur la poursuite de Chuchuen avec un tir parfait, un 20 sur 20. Et j'imagine qu'au-delà même de gagner la course, de faire un premier 20 sur 20 en carrière, en compétition, ça doit être on doit en être très fier quand même. C'est sûr que en soi, voilà. Complètement, cette course, c'était incroyable. Je comprenais même pas vraiment ce qui se passait. En fait, j'avais jamais ressenti ces sensations de facilité derrière la carabine. Et là, j'arrivais au pas de tir et je savais que j'allais ressortir avec un plein, quoi. C'était un état, un peu ce qu'on peut appeler un état de flow. Ouais. Tu étais en état de grâce, ouais. Complètement, ouais. Et justement, t'avais abordé différemment la course avant ou comment, ouais, c'était quoi l'état d'esprit finalement? Il y a quelque chose de différent? Et je pense que la veille, je fais un top 5, mon premier top 5 en Ouais. IBU. 5e du Et sprint. voilà, c'est ça. Et je pense que du coup, j'avais, entre guillemets, plus rien à perdre parce que j'avais conforté ma place dans l'équipe et je pense que j'ai délesté un peu de pression aussi. Et que ça m'a permis de m'exprimer pleinement. Et je pense aussi, c'est des courses où physiquement, j'étais peut-être un petit peu moins bien parce qu'on était en fin d'une troisième semaine d'IBU. Et donc, sur les skis, c'était vraiment dur. Et je pense que j'ai compensé un petit peu ça sur le pas de tir en me laissant beaucoup moins de marge d'erreur. Et il y avait peut-être aussi la dynamique de groupe avec Océane Michelon, Jeanne Richard qui avait fait un début de saison canon. Et d'ailleurs, sur cette course, le sprint, ça avait fait première et deuxième, toi cinquième. Il y avait peut-être quelque chose dans l'équipe aussi qui se crée pour vous. Oui, ça, c'est certain. Dès la première semaine d'IBU, là où on était à Contiolati, les deux filles, enfin, toutes les filles ont très, très bien marché. Et particulièrement Jeanne et Océane. Et c'est vrai que c'est des filles avec qui je m'étais entraînée tout l'été et avec qui on avait couru sur les sélections et puis sur les courses en ski roue. Et je savais que j'avais un niveau qui était très proche du leur et que elles m'ont un petit peu montré la voie. Si elles étaient capables de le faire, je devais pouvoir le faire aussi, quoi. Donc c'est sûr que ça m'a beaucoup inspiré. Donc une super victoire à Souchon en Norvège pour finir l'année 2023 et une super victoire Naël pour finir la saison 2023-2024 sur la Mastart d'Aubertillac qui en plus la cerise sur le gâteau te permet de remporter le globe de la Mastart. Après en plus une course alors un peu différente, je sais pas comment tu la vois Naël par rapport à ta première victoire parce que là c'était la perfection sur la poursuite. Mais certes, tu fais une faute, tu fais un 19 sur 20 sur la Mastart d'Aubertillac. Bon, c'est presque la perfection, tu me diras. Mais par contre, tu as pris la course à ton compte du début à la fin sur les skis. C'était impressionnant aussi de ce côté-là. Ouais, c'était vraiment différent de la course à Souchon. Parce que sur la poursuite en Norvège, j'ai été à la bataille en fait quasiment tout du long. Je bataillais entre la cinquième place et le podium. Et c'est vraiment sur la toute fin de course que j'ai réussi à me dégager. Alors qu'à Aubertillac, dès le premier tour de piste, j'ai décidé de partir devant. Et il y a un moment où ça s'est légèrement groupé au tir avec quelques filles, dont Camille, Bened. Mais j'ai été quand même en tête quasiment tout du long. Et j'ai abordé cette course, c'était un état d'esprit encore différent, c'est que j'avais décidé de rester en IBU et de pas aller au Mondiaux Junior. C'est un choix que le staff m'a vraiment laissé. Ouais. Et enfin, jusqu'à cette course, j'étais déçue de mes courses à Aubertillac et j'avais l'impression d'être passée à côté de quelque chose en refusant les Mondiaux Juniors et en n'étant pas au niveau auquel je voulais être sur cette dernière IBU Cup. Et donc sur cette dernière course, la veille au soir, j'ai décidé que je ferais tout pour la gagner et je suis partie
en me disant bah je vais pas attendre même ne serait-ce qu'un tour derrière les autres. Si je suis capable d'être devant direct, je me mettrai direct devant. Donc c'est ce que j'ai fait et puis voilà. Ouais. Et juste entre parenthèses, pour revenir sur les mondiaux juniors, pourquoi plus les mondiaux l'IB Cup que les mondiaux juniors finalement? Bah, c'était un choix vraiment très 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 compliqué pour moi et j'ai décidé de rester sur l'IBU parce que pour continuer cette année où je voulais vraiment que ce soit une année où voilà j'apprends au fil des courses et du coup ça me permettait de faire plus de courses d'aller en IBU et Ouais. plus de courses ou avec un niveau quand même peut-être un petit peu supérieur en tout cas avec des filles plus expérimentées et Mmh. c'est ça qui a fait pencher la balance Ouais. pour l'IBU. Mais ouais, c'était pas une question de même de classement général ou de globe de cristal parce qu'on l'a dit, hein, tu as remporté finalement le globe de la Mastart, peut-être à la plus grande surprise générale, non? Alors c'est vrai que le globe de la Mastart, on n'y avait pas du tout pensé, ni les coachs ni moi, et ça a été une grande surprise à l'arrivée de la course quand on a fait le podium de la course et puis après on me rappelle pour le podium de la Mastart, j'étais pas du tout préparée, donc ça c'était pas calculé. Après le classement général de l'IBU, il était forcément un petit peu dans un coin de la tête, mais c'était loin d'être un Mmh. objectif premier. J'étais quand même un petit peu derrière au classement. Et bon, bah, Océane, elle a montré que c'était largement possible, mais elle a été impeccable sur toutes ses courses. Et non, mais c'était pas, en tout cas, c'est pas ça qui a fait que j'ai fait ce choix ou non. Ouais. Non, en plus, ouais, donc sur cette Mastart, tu finis première, donc tu gagnes devant Océane Michon qui remporte le gros globe de l'IBU Cup, donc c'était une journée de folie pour, vous Ouais, c'est encore et encore, vous êtes, 3-4 Françaises dans le top 10 il me semble, hein, ouais, avec Camille, Bénet, Camille qui 4e, finit quatrième. Ouais. ouais, Paula Beauté 8e, ouais, Chloé Chevalier 10e. En fait, on c'est comme ça en fait, ouais, une dynamique de groupe, même avec la coupe du monde, l'IBU Cup, on a l'impression qu'on va avoir les mêmes équipes finalement, entre, les groupes féminins. On voit la densité quand même qui est assez impressionnante, hein. Ça va vraiment vous booster, un truc de fou, hein. Oui, je pense que c'est vraiment encore plus bah, depuis la saison passée et puis là ça continue. Je pense que ça va continuer cette année. On a un collectif féminin qui est incroyable. Je pense, enfin, je suis pas sûre qu'il y ait déjà eu ça dans le biathlon français et en fait ça met une dynamique qui est vraiment géniale parce que tu es avec des filles en IBU et puis la semaine d'après elles vont faire le top 10 en Coupe du Monde quoi et bah forcément ça ouvre des perspectives et puis je pense qu'on se tire vers le haut et même c'est la même chose à l'entraînement. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui aide énormément. Mmh. Et ouais, en plus, pour revenir juste rapidement sur la Mastart, en plus, donc c'était une Mastart 60. Donc sur la Mastart 60, la première à la 30e mondiale, vous commencez par 2 tours. C'est bien ça? De Alors ski? là, je crois qu'on a Ouais. commencé par non, on a commencé par Non, un seul tour là un seul à tour? Aubertillac. Ouais. Ah oui, après non, c'est après le tir alors. Vous faites 2 tours après le, Après le premier tir, ouais, voilà. c'est ça. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui te va aussi finalement par rapport à tes qualités, d'enchaîner peut-être 2 tours, le fait d'attaquer, la course directement peut-être? Oui, c'est sûr que ce soit au premier tour ou au deuxième tour, le fait qu'il y ait un tour qui en fasse deux, donc un tour qui est plus long, moi c'est quelque chose qui me correspond bien parce que ça fait une portion dans la course Mmh. où en fait l'écart que je vais pouvoir mettre par rapport à la concurrence, il n'est pas proportionnel, il s'agrandit parce qu'il y a plus de fatigue quand tu enchaînes deux tours et si on arrive à maintenir un rythme plus élevé, enfin ou en tout cas le même rythme Mmh. sur les deux tours, ben on peut déjà creuser des beaux écarts. Mmh. Donc et sur cette fin de saison, tu étais quand même toujours en forme? Tu avais toujours la patate ou et bon, c'était quand même tu te disais: «Bon, il est temps quand même que la saison se termine»? Je pense que j'ai réussi à finir en forme, mais j'étais vraiment en mode Ouais. économie d'énergie, on va dire, parce que c'est Ça s'est sûr bien que vu, hein? j'étais vraiment plus fatiguée que d'autres saisons. Bah, j'ai jamais fait autant de courses en un hiver. Et donc ouais, le mot c'était vraiment économie d'énergie. En fait, il y avait rien de superflu. L'échauffement, c'était juste essentiel et la petite récup après la course qui devenait de plus en plus courte aussi. D'ailleurs, la fin de saison a été compliquée sur les championnats de France où là, oui, la fatigue s'était vraiment installée, il me semble, hein, Anaël? Oui, sur le championnat de France, c'était dur. C'était vraiment de l'usure. Je pense que j'étais usée, même peut-être plus mentalement que physiquement. Et c'est vrai que toute la pression, bah, c'est quand même un petit peu relâché après les dernières courses internationales. Donc il y avait plus beaucoup de motivation, on va dire, ou voilà, un peu moins d'envie en tout cas sur ces courses à Méribel.
Et après, je me suis un petit peu ressaisie sur les courses que j'ai fait en ski de fond, vraiment en toute fin de saison, mais du coup, il y avait moins cet aspect tir, cet aspect où il faut s'accrocher mentalement. Voilà, c'était un peu plus facile, on va dire. On a parlé des grands moments de cette saison et sinon côté déception, tu as quelques moments, éventuellement les championnats d'Europe avec la 25e place comme meilleure performance pour l'individuel. Oui, oui, clairement, il y a un petit peu deux moments où je pense que c'était un peu creux. Il y a eu déjà l'étape en Italie, à Martel, où en fait j'étais extrêmement bien physiquement, peut-être la meilleure forme de l'hiver. Et j'étais quand même, j'ai pas réussi à aligner le tir là-dessus. Et je pense que c'est vraiment dommage parce qu'avec la forme que j'avais à Martel, j'avais vraiment moyen de faire des très grosses courses. Et au final, bah, je fais un top 5 et sinon bien plus loin. Et puis c'est sûr que ces championnats d'Europe, c'était compliqué aussi. J'étais pas forcément en mes formes, mais sur une piste qui me correspondait vraiment très peu en fait à Otherby où il n'y a pas des énormes montées très difficiles, il y a un énorme plat, un très long plat descendant où quand on manque de puissance, ça pouvait être le cas, on perd beaucoup de temps. Et surtout, on a eu des conditions de neige sur pas mal de courses qui étaient complètement gelées. Et donc, pareil, là, sur des conditions glacées, les écarts sont plus durs à faire. Et quand Mm. on est un peu moins puissant, comme c'est mon cas, on peut vite perdre du temps. Donc, c'est sûr que ces championnats d'Europe, c'était vraiment une grosse déception. Et ça fait partie de l'apprentissage, on va dire, Naël, sur cette première saison Bien de BU sûr. Cup. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Et puis ça nous a montré ce qu'il fallait travailler aussi encore peut-être physiquement. Que voilà, il y a certaines pistes ou conditions où j'ai encore pas mal de progrès à faire. Donc c'est des bons axes de travail aussi. Ouais. Mais c'est un peu le cas de tous les athlètes, non? Ils ont un peu tous, enfin les biathlètes, ils ont un peu tous leur site fétiche et leur site qu'ils aiment moins, qui leur correspond moins. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Oui, oui, non, mais ça c'est clair. Hein. De toute façon, il y a une telle variété de gabarits, je pense, Ouais. en ski de fond et en biathlon que Mm. forcément, il y a des pistes qui correspondent plus à certains. Et puis après, c'est la même chose pour les pas de tir. Hein. Il y a des pas de tir, on sent que tout déroule, que les balles rentrent toutes seules. Et puis c'est pas le cas partout, quoi. Bon, en tout cas, Naël, une très belle saison. Première en XBU Cup d'apprentissage, mais bon, on a envie de dire un peu plus au vu de tes performances. Hein, donc, avec donc, la 4e place au général, des victoires et le 2 du cristal. Donc, bravo Naël pour ta dernière saison. Et avant d'évoquer la prochaine, on va apprendre un peu à te connaître un peu plus. Naël, on voulait Avec savoir plaisir. déjà, dans un premier temps, tu fais quoi comme études à côté, si tu fais toujours des études, hein? Oui, moi je suis en licence STAPS, donc à Grenoble, mais dans un dispositif qui s'appelle Intervalle. Donc en fait, c'est tous les cours sont à distance et puis on y va Ouais. 2 ou 3 semaines en présentiel au printemps. C'est gérable? Enfin, c'est gérable facilement? J'imagine que non. Bah, ce qui est plus compliqué, c'est peut-être de se motiver quand il faut travailler seul, mais c'est très très bien aménagé. C'est juste que voilà, il faut être rigoureux pour se mettre au travail parce qu'on n'a pas quelqu'un qui nous pousse tout le temps derrière à Ouais. s'y mettre. Une Après, discipline personnelle. voilà, c'est ça. Mm. C'est quand même un rythme qui est assez cool parce que c'est 2 ans pour faire un an d'études. Donc ça permet quand même d'être pleinement consacré au sport à côté. Ouais. Et tu dois être contente peut-être d'y aller justement, d'aller sur place. Ça te change un peu d'air, on va dire, de peut-être aussi de te reconcentrer, plus sur tes études peut-être? Ouais, c'est vrai que les 2 ou 3 semaines du mois de mai, je sais pas si elles font du bien parce que des fois c'est quand même un petit peu compliqué de changer comme ça du tout au tout son Ouais. mode de vie, Ouais. mais elles permettent quand même c'est sûr, de voir autre chose et puis de se poser un peu en dehors du sport. Donc c'est toujours bien quand même, je pense, d'avoir une sécurité à côté. Et d'ailleurs, après le biathlon, alors on en est loin, hein, mais est-ce que tu as déjà imaginé ce que tu voulais faire ou pas du tout? Peut-être rester dans le biathlon ou pour Le le moment tu y sport penses pas? général. Mm. Ouais? Oui, moi, c'est sûr que pour l'instant, en tout cas, peut-être que j'aurais complètement changé d'avis dans 10 ans, mais pour l'instant, je suis vraiment envie de rester dans le milieu du sport ou du ski, en tout cas. Et après, que ce soit en tant que kiné ou en tant que coach, voilà, c'est 2 métiers pour l'instant, qui m'intéressent beaucoup.
Ouais. Ou bientôt peut-être consultante sur la chaîne d'équipe à la place d'Alexis Boeuf. Ah, Je Mais sais bon. pas si je serais très à l'aise au micro, mais pourquoi bon, pas. il n'y a Ouais. pas de raison. Bah oui, Il n'y a tu l'es pas de déjà là, raison. donc il n'y a pas de Bah raison oui. hein, que ce soit encore plus en 10 ans, hein, dans plus de 10 ans, 10-15 ans. Donc, non, mais il y a encore le temps, Anaël. Oui. Déjà, on va rester concentré sur ta carrière de biathlète qui s'annonce pas mal. Aurélie. Et en dehors du biathlon, ou même voir du sport général, est-ce que tu as d'autres passions et d'autres centres d'intérêt, d'autres choses qui te motivent ou qui te font envie les week-ends ou les temps libres? Alors, en dehors du biathlon, j'aurais répondu très facilement tout le sport, Le sport, ouais. particulièrement en nature, tout ce qui est course à pied, randonnée, vélo. Et puis, si on sort du sport, c'est vrai que en fait, c'est déjà 99% de ce que je fais. Ouais. Mais sinon, j'aime énormément cuisiner. Voilà, je prends beaucoup de Ah oui, plaisir à cuisiner. Ah, c'est comme Camille Bénet aussi qui nous avait dit qu'elle aimait ouais. beaucoup cuisiner aussi, qu'elle faisait pas mal de gâteaux, tout ça. Toi Ouais. aussi, pâtisserie aussi, t'aimes bien faire? Pâtisserie, pas forcément, mais un petit peu de tout, on va dire. Ouais. Pas de spécialité, mais. T'as pas de Mais spécialité? Ah, dommage. non, j'aime bien cuisiner un peu pour Ok. tous les repas pour la famille, quoi. Ah bah c'est bien, Ouais, c'est c'est bien. sympa. Bah oui. C'est sympa. Et Et donc, tu parlais des sports nature, du coup, et on a vu que tu avais participé à plusieurs courses de trail avec succès d'ailleurs cet été. C'est un des sports qui te plaît aussi ou qui aurait pu t'intéresser à un niveau plus professionnel? C'est vrai que moi, alors j'ai commencé quand j'étais vraiment petite, j'ai commencé le sport par l'athlétisme et donc je faisais déjà un petit peu des courses de demi-fond ou de cross l'hiver. Et puis j'ai dû arrêter quand je suis rentrée au lycée à Villard-de-Lans, au lycée aménagé. Et mais j'ai toujours beaucoup aimé courir et c'est vrai que du coup cet été j'avais envie de mettre un peu le dossard en course à pied pour changer un peu me changer les idées et puis changer un peu d'environnement. Et ouais. donc ça s'est bien passé et je pense que Bah je oui. recommencerai Ouais, les années pour prochaines le aussi. J'ai pris Ça beaucoup s'est de plutôt bien plaisir à le passé faire. parce que ouais, t'as fait 3 courses, il me semble, et 3 succès quoi. Enfin, dans tes Ouais, c'est ça. catégories, c'est quand même pas mal, non? Pour Ouais, quelqu'un non qui mais veut changer d'air. c'était vraiment au début pas des objectifs et puis comme ça se passait très bien, c'est vrai que sur la dernière par exemple, j'avais bien envie de gagner aussi quand même. Mais oui, c'est une belle aventure qui commence aussi de ce côté-là et ça restera toujours en second plan par rapport au biathlon, mais c'est sûr que dans les années à venir, je vais en refaire et je suis bien accompagnée aussi par Salomon sur ce côté-là, donc c'est un plaisir. Ouais, ça peut bah, devenir surtout, finalement une routine dans ton intersaison, les prochaines années, ouais. et tout en voilà, ça te permet aussi de travailler en quelque sorte, pour l'hiver à venir. Oui, c'est sûr, c'est pas quelque chose qui va me prendre de l'énergie vraiment supplémentaire parce qu'en fait, c'est juste des séances d'intensité qui sont remplacées par une course et ça rentre très bien dans la programmation. Oui, et puis le trail et le ski de fond, c'est des sports d'endurance tous les deux, donc c'est vrai que c'est pas contradictoire non plus. Oui, voilà, c'est ça. Et tu fais pas non plus les 180 kilomètres, de l'UTMB, Non, Mont-Blanc, parce que bon là, ce serait peut-être un peu plus problématique. Si tes coachs seraient peut-être pas forcément, contents. c'est sûr. Voilà, mais oui, d'ailleurs, tu as participé à l'UTMB, les jours qui ont précédé, à la course donc principale. De combien de kilomètres tu as fait, la course? Oui, c'était il y a plusieurs formats sur cette semaine de l'UTMB et là c'est vraiment le plus court, ça s'appelle l'ETC, c'est Experience Trail Courmayeur et Ouais, c'est un format qui fait 15 kilomètres et 1200 mètres de dénivelé. ouais, bon, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà suffisant, oui. Voilà, donc non, non, mais ouais, c'est une belle activité. Ça devient, alors je sais pas si c'est le terme, mais en vogue en tout cas, c'est vraiment, on sent que le trail, c'est quelque chose on entend beaucoup plus parler. Anaël, je sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est même la diffusion de l'UTMB Mont-Blanc, maintenant en clair, c'est quelque chose, voilà, une discipline qu'on voit de plus en plus à l'écran. C'est assez beau à regarder, moi, je trouve, comme spectateur. En général, il y a des beaux paysages. C'est par rapport à de l'athlétisme en piste, on va dire, ou même à des marathons en ville. Je trouve que le trail est assez spectaculaire à regarder. Ouais, c'est sûr, je pense il y a eu beaucoup, ça a eu un grand essor là ces dernières années et puis
je pense qu'aussi c'est très populaire parce que c'est quand même accessible bien plus que beaucoup d'autres sports au grand public. En fait, à peu près tout le monde peut se dire, bon, bah, allez, je vais préparer une course de trail et je vais pouvoir m'y mettre un petit peu. Il faut pas grand-chose, en fait. Faut des baskets, quoi. Du basket, Voilà, des baskets et de puis la un bon terrain de motivation. jeu. Oui. Voilà. Il faut quand même la motivation La volonté quand même un petit et la peu, volonté. mais oui. Voilà. Mais après, oui, tu commences petit à petit et finalement, voilà, si tu arrives à atteindre tes objectifs, le jour J, tu seras peut-être après à faire l'UTMB, les 180 km. Après, bon, Dans quelques dizaines d'années, on pourra voilà, voir. Ouais. on verra. Aurélie, Si demain, Anaël, je peux te faire un cadeau ou pas, et si je te dis que tu as une semaine totale off, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, aucune obligation, rien du tout, qu'est-ce que tu fais? Comment tu profites de cette semaine? Et ben, je pense que si j'ai les moyens, je prends l'avion et je pars en Norvège ou Ah, en Suède. C'est des pays que j'ai découverts là ces dernières années et vraiment, j'adore ces pays. alors si tu veux, on peut faire Et un deal, tu peux venir chez moi, tu fais à manger, et puis, et puis moi, je t'emmène où tu veux en voiture en Norvège. On peut faire un espèce bah, de, avec de plaisir pour contrat. skier au coucher de soleil qui n'en finit pas. Ah Ouais. bah, t'es la bienvenue. bah, t'as bien fait de revenir en Norvège, hein, Aurélie. Hein. Ah, j'ai bien fait, ouais. Là, t'as trouvé C'est une cuisinière en plus. c'est plus vendeur que la Belgique, je sais pas pourquoi, mais Un ouais, petit peu. c'est un petit peu plus vendeur. Ouais, mais ok, ouais, c'est vrai que la Norvège, c'est un très Eh beau ben, go. pays. Je Deal, pense pas. Deal fait. Voilà, on en reparlera en off un deal après. fait. On en reparlera. Alors, t'en parlais un peu, Anaël, de ce que tu avais fait comme sport dans ta jeunesse. Mais oui, comment t'es venu concrètement au biathlon? Et bien alors moi, je suis venue au biathlon un petit peu par hasard. J'habitais à Grenoble jusqu'à mes 14 ans. Ok. Et donc, je faisais de l'athlétisme et puis j'ai testé plusieurs sports quand j'étais plus jeune. Et puis il fallait occuper le mercredi après-midi et le samedi matin. Et du coup, mes parents m'ont un peu laissé le choix. Ils m'ont dit, ah, bah, quelle activité tu voudrais faire? Et puis, j'avais un copain qui regardait le biathlon à la télé. Il m'en parlait souvent. Et moi, je connaissais pas trop. Et puis, mes parents m'ont dit, ça te dit qu'on t'inscrive au club de ski de fond biathlon au GUC? Je lui dis, bah, je vais tester. Et puis voilà, j'ai pris le virus. Donc, t'as Comme commencé par le quoi, biathlon directement, sans passer par le fond. C'était les deux quand on était. Ok. Donc, j'ai commencé à l'âge de 11 12 ans. Donc, Et quand même. on faisait les deux au début. C'était carabine à plomb. Et puis après, quand j'ai été prise au comité de Dauphiné, c'est là que j'ai commencé à 50 mètres. Ok. Ouais, donc donc t'as commencé quand même à un âge entre guillemets raisonnable parce que généralement, oui, les athlètes qu'on a commencent à quand même assez jeunes. Là, t'as 10, 11 ans, donc ça va. elle faisait du Mais sport avant aussi. Elle n'a pas voilà, tu commencé faisais le en plus, sport voilà. Oui, à c'est vrai 11 que ans. j'ai commencé le ski un peu plus tard que la plupart qui vivent déjà dans Dans les un montagnes. environnement voilà, de montagne. Après, je faisais un petit peu déjà du ski de fond avec mes parents les week-ends. C'est vrai qu'à Grenoble, on n'est pas loin non plus des premières stations. Mmh. Et voilà, je te demandais aussi par rapport au ski de fond parce qu'on sait donc tu as un gros niveau à ski. Est-ce qu'on t'a pas hésité à aller vers le ski de fond, tout simplement? Ou est-ce qu'on t'a pas poussé même à aller vers le ski de fond? Alors c'est vrai que moi j'ai vite fait le choix du biathlon quand même quand il a fallu choisir vers 15 16 ans parce que je voulais pas me fermer de porte et je m'étais dit du classique je vais continuer à en faire et puis de toute façon en fait j'aimais pas trop ça quand même le classique et alors que le tir si j'en fais pas maintenant bah ça sera beaucoup plus dur d'apprendre plus tard et puis une fois que j'ai commencé j'ai plus envie de lâcher la carabine même si c'était pas facile c'est sûr mais j'ai toujours pris plaisir à aller faire quelques courses de ski de fond en fin de saison, par exemple, mais je pense qu'en classique, j'aurais pas eu un très bon niveau. C'était déjà pas Ouais. terrible à l'époque, quoi. OK. Peut-être, si je peux me permettre, tu vas très vite à ski, mais encore une fois, si je peux me permettre, tu as un tout petit gabarit. Tu penses que c'est positif ou c'est quelque chose du fait que tu sois toute légère et que tu un peu voles sur les skis ou c'est Je quelque pense chose. qu'il faut, ouais, je pense que c'est ni un avantage ni forcément un inconvénient. Faut savoir exploiter son physique de la manière Mmh. la plus Au efficace mieux? possible. C'est surtout Mmh. ça. Donc adapter sa manière de skier
Et c'est sûr qu'après, c'est un gros avantage en boss et un peu moins En montée, en ouais, j'allais descente dire. ou Ouais. en plat. Mais voilà, après, c'est par exemple, faut travailler pour réussir à être quand même le plus polyvalent possible et pas perdre tout le temps qui est récupéré en boss dans les descentes derrière. Ouais. Ouais, c'est une question intéressante parce qu'il y a quelques années, on avait eu Maya Clotens sur le podcast et on lui avait aussi posé la question par rapport à ça parce que Maya, c'est un gabarit justement plutôt grand. Et on lui Oui, plutôt, demandait, oui. ouais, plutôt, ouais. Et justement, on lui a demandé, voilà, les inconvénients, avantages de son gabarit et le fait que pas mal de gens veulent se cacher derrière elle sur le pas de tir, par exemple. C'est quelque chose, donc voilà. Et même aussi par rapport à la partie ski de fond et tout. Donc, non, aussi, par rapport à ton gabarit aussi, c'est intéressant de savoir ce que tu en penses, toi, de ces avantages et inconvénients. Donc, c'est vrai que bon, chacun fait avec ses armes, finalement, comme tu le dis, Anaël. Et c'est vrai que oui, dans les grosses montées, comme tu en parlais aussi à Concharty, il y a une grosse montée là, avant le pas de tir, avant d'arriver sur le stade. Forcément, c'est une partie qui te convient mieux qu'une grande partie descendante. Oui, c'est sûr, ouais, il y a un beau petit mur en Finlande. Ouais. Ah, tout petit, hein. Et justement, en tant que biathlète maintenant, tu as déjà quand même pas mal de courses à ton actif, que ce soit donc national ou même désormais international, hein, chez donc niveau senior, course senior ou même chez les juniors. C'est quoi ton meilleur souvenir jusqu'ici? Je pense que ça serait quand même la poursuite de Souchen, puisque Ouais. c'était vraiment, voilà, c'était une course hors du temps pour moi. Enfin, je l'ai vécu comme ça. Donc ouais, je dirais quand même la poursuite de Souchen. Une course type à reproduire, Oui, la course clairement. idéale. Ouais. Ouais, c'est même pas, les mondiaux de Chouchinsk, Anaël? Il viendrait peut-être en deuxième. C'est vrai que Ah, c'était aussi une quand même? super expérience. Ouais, ouais, c'était une Ouais. très bonne expérience. Et c'est en fait, au-delà des courses, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour de cet événement. Et voilà, les coéquipiers, c'était Très vraiment une exotique. très, très belle expérience, assez exotique en plus. Et puis il y avait eu des très belles courses de toutes les filles. Et puis moi, j'étais contente aussi de ce que j'avais fait. Donc, c'était aussi une très, très belle expérience. Mmh. Mondiaux de Chouchinsk, 2002 en 2023, hein. Je rappelle, tu avais terminé 2 fois 4e, des mondiaux juniors, sur le sprint et la poursuite. D'ailleurs, tu étais monté d'une, catégorie, Anaël, non? Ou tu étais Oui, c'est déjà ça. junior? Oui, tu étais Non, jeune? j'étais jeune et j'avais couru en junior. Mais Voilà. il y avait pas mal de filles dans ce cas-là, notamment chez les Allemandes avec Célina Grossian qui Ouais, était oui, pareil. et qui avait remporté notamment le sprint non, la poursuite, pardon, de Chouchinsk et aussi, le relais, le sprint aussi, Aussi le sprint le aussi, relais mixte. Ouais, bon, voilà, avait tout gagné, quoi. Devant Jeanne Richard, on se rappelle, qui avait fait une, collection de qui médailles avait d'argent. fait deuxième partout. Voilà, c'est ça. Voilà, donc non, c'était des très beaux mondiaux et bon, quand on voit où Céline Grossian, où elle en est aujourd'hui, ça donne forcément des idées, j'imagine, pour toi aussi, Anaël ou même Jeanne Richard d'ailleurs. On voit déjà, ouais, des jeunes athlètes qui étaient à l'époque, sur les circuits, juniors, qui sont maintenant sous la coupe du monde, bon, bah, c'est, heu, c'est pas mal, ce sont de bons exemples et d'ailleurs, en parlant d'exemples, Aurélie, bon, bah, je te laisse quand même poser la question. Est-ce que tu as un biathlète, un ou une biathlète modèle que tu suis ou dont la carrière te parle, voire un sportif en général, pas forcément un biathlète? Ouais, je vais rester dans le biathlon, mais ça va pas être ça va pas être très, comment dire, très Original? extraordinaire, hein. Très original, voilà. Mais c'est sûr que un Martin Fourcade ou un Johannes Beu, c'est quand même enfin, c'est des biathlètes qui sont exceptionnels quand on Ouais. arrive à aligner comme ça le ski, le tir, l'intelligence de course, l'intelligence de carrière aussi. Je trouve que bah, c'est forcément hyper inspirant. Ouais, c'est quoi qui, par exemple, par rapport à Martin Fourcade, qui t'impressionnait le plus, en fait, peut-être un point truc précis, par rapport à lui? Bah alors, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que moi, Martin, je l'ai surtout suivi sur ces dernières années parce qu'avant, j'étais pas encore beaucoup, beaucoup dans le. Enfin, je regardais un peu le biathlon, mais j'y Ouais. apportais pas tant d'importance que ça. Mais c'est aussi cette gestion de carrière, d'entraînement, de réussir, même bah ouais, quand on est un petit peu moins en forme, à trouver des solutions pour continuer à performer au plus haut niveau et, et puis après, bah bien sûr, enfin voilà, la technique à ski qui est pour Mmh. moi, Mmh, mmh mh. puis quand même vraiment un exemple pour chez Martin et voilà, ouais, je dirais que c'est ça.
C'est pas la Martin, même technique que Bénédicte Doll, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, c'est non, par exemple. même que Johannes, ils ont des palmarès très impressionnants tous les deux, mais Martin me semble plus complet que Johannes, qui a une tendance à compenser beaucoup sa vitesse à ski, alors que Martin me paraissait quand même beaucoup plus complet. Peut-être moins rapide, mais oui, l'ensemble fait que c'est Tout en étant très rapide, mais Peut-être un peu plus biathlète, oui, en effet. mais un petit peu plus biathlète, sans manquer de respect à Johannes, qui reste un énorme biathlète. Mais Martin me paraît un peu plus complet que Johannes. Et après, je pense que pour Johannes, quand on a cette marge qu'il peut avoir en ski, par moment, je pense que ça peut faire rater quelques balles parce qu'en fait, Ouais. il a beaucoup moins c'est besoin grave. voilà, c'est ça, de serrer la vis. Il a le droit à l'erreur, en fait. Et Ouais, du coup, c'est je vrai. pense que des fois, ça peut lui faire peut-être manquer un tout petit peu de rigueur, mais ça reste quand même un excellent tireur. Il monte sur la boîte quand même. Donc, Voilà. ouais. D'ailleurs, on verra cet hiver si c'est toujours le cas. On en reparlera évidemment dans le preview homme de la saison à venir. Et on se demandera évidemment si Johannes Beu est toujours le grand favori pour aligner un 6e gros globe de cristal. Je pense, même Bien sans sûr. connaître tes réponses, Bien que l'avis sûr. général sera plutôt oui. Mais on en reparlera, on aura le temps d'en discuter. Très bien, Anaël. En tout cas, oui, de très bons exemples entre Johannes Beu et Martin Fourcade. On te souhaite la même carrière qu'eux. Ouais. Ce sera pas une mince affaire. C'est vrai que la barre est haute, mais bon, après, tu sais, Quand on les regarde, ça a l'air facile. C'est vrai. Quand on les voit faire, ça a l'air facile. Ils ont cette capacité-là, alors que je pense que ça l'est pas du tout. Je pense que c'est un énorme travail derrière, mais c'est vrai qu'ils rendent ça facile à regarder. Voilà, donc en tout cas, on te souhaite bon courage, Anaël, pour aligner 90 victoires dans ta carrière en Coupe du Monde. On te met pas trop la pression. Hein. Faut y croire. Voilà. Non, mais en tout cas, oui, c'est de très beaux exemples. Et alors, je parlais de la saison à venir. On va y revenir, Anaël. On va déjà parler de ta préparation. Alors, une préparation qui a commencé depuis mai pour toi. Comment ça se passe, la préparation jusqu'ici? Jusqu'ici, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de pépins physiques et ça a vraiment bien déroulé. On a pu faire vraiment des beaux stages avec l'équipe de France, notamment des stages en commun avec l'équipe A, ce qu'on n'avait pas pu faire l'année passée et que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc pour le moment, tout se passe bien. On a eu les premières courses après Manon qui ont aussi montré que qu'on était sur la bonne voie. Donc je suis assez confiante pour la suite. Mmh. Ouais, en quoi c'est important finalement de faire des stages avec l'équipe A? C'est permettre de jauger ton niveau aussi, de voir la différence qui ce qui peut peut-être manquer par rapport, pour arriver sur la coupe du monde? Oui, notamment. Et puis, je pense que ça permet d'avoir un collectif qui est vraiment qui tire vers le haut parce que ça nous fait être 15 filles avec un niveau pas si éloigné en fait. Et je dirais même plutôt très dense. Et donc, sur une séance d'entraînement en commun, c'est sûr que ça pousse. Ouais, et comme ça, vous mettez un peu la pression aux filles de l'équipe A, hein, en disant: «On est là». Je sais pas, mais peut-être. Voilà, Faudrait leur donc demander. on leur demandera. Mais ouais, et alors tu es coaché cet été par, donc Julien Robert et Baptiste Détieux, c'est bien ça? Oui, comme l'année passée. Voilà, comme l'année passée. Comment tu pourrais les décrire comme coach, dans leur manière de coacher? Déjà, alors Julien Robert qui est au tir, tu travailles quoi, avec lui? Comment il travaille? Alors, c'est pas facile de décrire, Ouais, je me doute, je sais que c'est pas facile, ouais, mais ouais. je Il met pense quoi l'accent que il met l'accent sur quoi, principalement, dans vos séances? alors ça va dépendre un peu des personnes, mais en tout Mmh. cas pour moi c'est vraiment l'accent sur la simplicité, essayer de simplifier le tir parce que j'avais tendance encore un peu maintenant à m'en faire une montagne et en fait si on s'imagine que c'est très dur, bah ça le devient. Et donc simplifier les choses, y trouver du plaisir aussi. Et moi, c'était surtout ça. Je dirais que on a une approche voilà qui est pas ultra technique parce qu'en fait, le bagage technique quand même au bout d'un certain nombre d'années de tir, on commence à toute l'avoir à peu près bien. Et c'est plus après un travail presque un peu ouais un travail mental ou en tout cas de d'oser accélérer ses tirs, Mmh.
voilà, de se mettre un peu moins la pression pour réussir, en fait. Donc, ouais, je pense que ça serait ça. Tu parlais de plaisir sur le pas de tir. Tu as déjà eu du dégoût, justement, à l'inverse? Ouais, parce qu'en fait, j'ai quand même pas mal galéré, moi, sur les pas de tir depuis que j'ai commencé. Ça a jamais été quelque chose d'inné chez moi. Alors, c'est jamais complètement inné chez quelqu'un, mais c'est vrai il y a certains tireurs Mmh. qui mettent les balles, ils savent même pas pourquoi, mais ça marche tout seul. Et moi, j'ai jamais trop ressenti ça, donc j'ai eu pas mal de courses où j'ai tiré 0, j'ai jamais fait, mais 1/10, 3/10, 4/10. Et c'est vrai que quand on enchaîne les entraînements et les courses où les balles rentrent pas, bah ça peut quand même démoraliser un petit peu. Donc, ça n'a pas toujours été facile. Et puis, en fait, j'ai essayé ces dernières années, surtout cet été, de retrouver plus de plaisir dans ma pratique du tir et de le voir plus comme un jeu, en fait. Et ça Ouais. marche plutôt bien. Donc, ce que tu as voulu travailler cet été, c'est plutôt mental, en tout cas, le fait de prendre du plaisir, que de trouver vraiment quelque chose de technique, pour, améliorer ton tir, on va dire? Oui, c'est ça, c'est sûr. Parce que, en fait, techniquement, bon, il y a toujours, voilà, on peut toujours gratter un petit peu. Et c'est important de le faire. Mais c'est plus le gros point de travail quand on en est à 6 7 ans de biathlon. OK. Et pour venir sur, tes coachs, donc, Baptiste Détieux, heu, je sais pas comment on peut le décrire, est-ce que toi tu arriverais justement à est-ce qu'il peut mettre l'accent sur quelque chose en particulier, sur la partie physique? Bah, c'est pareil, je pense que bah, il individualise beaucoup, donc ça va dépendre de chacune. Mais c'est quelqu'un avec qui on dialogue beaucoup. Voilà, on a une grande confiance mutuelle et on discute beaucoup de l'entraînement, de ce qu'on va faire. Et donc voilà, je dirais on est beaucoup dans le dialogue et il fait attention à chacune d'entre nous et à ce qui correspond le mieux aux individualités. Ouais. Et on a eu Eric Perrault après la dernière saison, c'est particulier parce qu'en fait, ces dernières années, il a tout le temps quasiment changé de coach. Donc ça peut être un peu perturbant finalement. Donc toi tu disais c'est quand même la deuxième année que tu enchaînes avec les mêmes entraîneurs. C'est important de rester sur une base de solide comme ça pour, progresser avec les mêmes coachs? Oui, je pense que en tout cas pour moi c'est bien de pas changer trop souvent parce qu'en fait il faut établir une relation de confiance avec enfin je pense avec ses coachs parce que il faut de la discussion pour évoluer. Et c'est vrai qu'au bout de 2 ans, bah, on arrive beaucoup mieux à échanger, on se comprend mieux aussi que si tu changes chaque saison, je pense que c'est plus compliqué à faire. Ouais. Ouais, d'avoir des discours différents, ouais, ça peut être perturbant, notamment derrière la carabine, ouais. Oui, c'est sûr. Mmh. Aurélie? Est-ce que le fait du coup d'avoir un très bon ou gros niveau à ski, tu sens que ça te met une pression supplémentaire pour le tir? Alors, bah, normalement, ça serait plutôt. Je À pense que l'inverse de Johannes du coup, Ouais, pour le ouais, coup, finalement, on ouais. en parlait. Mmh. Ouais. je pense que là où ça peut mettre un peu la pression, c'est que je vais vite me retrouver devant et du coup, je vais vite me retrouver à jouer quelque chose. Ça, Ouais. c'est sûr. Parce que quand je vais rentrer sur le pas de tir après le premier tour, si tout se passe bien, je serai quand même voilà, dans les premières positions. Donc tu as plus à Et perdre en fait, je sur sais le pas que de tir. voilà, Ouais. il faut que j'arrive justement à. J'essaye de réfléchir à l'inverse Ouais, en me disant j'ai cette marge à ski que d'autres n'ont pas. ouais. Donc plus, être dans la dynamique positive de se dire: «J'ai ça à gagner» que dire: «J'ai tout ça à perdre», en fait. C'est ça, en fait, Ouais, le chemin à c'est une travailler, énorme en fait. différence. Ouais. Voilà. Est-ce que donc c'est parce que de dire, «J'ai ça à perdre», tu vas sur le pas de tir en reculant, donc finalement tu vas déjà sur le pas de tir en te disant, Bah, j'ai pas le droit de rater» et il y avec, a déjà une charge mentale en fait. voilà. Ouais, Ouais. tu t'arrives sur ton tir avec presque la peur au ventre, la peur de perdre. Donc en fait, ça marche jamais. Ouais. Et tu sens alors évidemment, le juge de paix sera cet hiver, mais est-ce que tu sens que cet été ça a fait son chemin déjà ça, ou tu sens que tu as peut-être un peu progressé par rapport à ça ou pas? Ouais, je pense que franchement, derrière la carabine, j'ai eu beaucoup d'évolution cet été et je suis contente parce que déjà, dès les premières courses après Manon, j'ai pu m'exprimer bien mieux que ce que j'avais pu faire des années précédentes. Là, je ressors du week-end de pré-Manon avec un 8/10 au sprint et un 17/20 à la poursuite.
C'est des scores qui peuvent paraître anecdotiques pour beaucoup, mais pour moi, c'est déjà bien au-dessus de mes standards habituels. Donc je pense que ça montre déjà le chemin parcouru. Et puis après, c'est sûr que faudra réussir à mettre ça en place cet hiver aussi, avec un peu plus de pression, peut-être. D'enjeu, en tout cas. Et du coup, tes objectifs pour l'hiver à venir, ce sera donc d'améliorer tes stats en tir éventuellement. Est-ce que tu as d'autres objectifs Oui, bah, c'est sûr que déjà, au niveau du tir, ça sera d'atteindre ce minimum des 80% de réussite. Je cours un peu après depuis plusieurs années, mais c'est vrai que c'est quand même un seuil qui est important, je pense, pour pouvoir jouer devant. Et puis, du coup, c'est voilà, gagner en régularité. Je pense que c'est vraiment le maître mot. Ça va être voilà, la régularité. Et en fait, si je gagne en régularité, je sais que les résultats seront au rendez-vous aussi, quoi. Pour venir, parce que tu as participé après Manon, là, à la première étape du Summer Tour, donc tu le disais, donc tu as remporté tes 2 succès donc le sprint et la poursuite, donc en U22, 5e et 7e au scratch, toutes catégories. Quelle importance tu donnes à ces Summer Tours dans ta préparation? Alors une importance qui est quand même assez modérée parce que voilà, c'est des courses de travail qu'on n'a pas du tout préparées et qui sont encore assez loin de l'hiver. Mais c'est quand même toujours un bon point de repère pour savoir comment on finit l'été, où on en est dans la préparation. Et moi, je pense que c'est toujours mieux si elles sont réussies, ces courses, parce qu'elles mettent en confiance. Voilà, j'en ressors j'en ressors confiante parce que je vois que le travail de l'été a payé. Et après, c'est sûr que voilà, il reste du travail à faire d'ici l'hiver et que ce n'est que des courses de travail. Tu donnes peut-être quand même un peu plus d'importance au 2e Summer Tour à Arson en octobre? Oui, c'est sûr que voilà, le Summer Tour d'Arson, il est finalement assez proche des premières courses sur ski. Donc là, on va le préparer déjà un peu plus et puis c'est sûr qu'il aura encore plus d'importance. Bon, au moins, c'est positif dans le sens où tu es quand même dans la dynamique, tu es dans le haut du panier du niveau français finalement, en étant, donc je disais 5e et 7e au scratch. Certes, on est quand même loin de la saison, mais au moins, bon, tu es dans les clous, dans les temps de passage pour toi, non? Ouais, c'est ça, c'est un très bon point de repère qui montre qu'on est, Ouais. voilà, on est au bon niveau au bon moment. Et du coup, est-ce que, entre nous, là, juste entre nous, est-ce que la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'envisageable la prochaine saison, un week-end ou 2 ou plus? Ou c'est pas du tout dans tes objectifs ou dans ce que tu envisages pour le moment? Alors je pense que c'est envisageable, mais c'est pas un objectif, ça c'est sûr. Ok. Parce que pour moi, il faut pas, voilà, je pense que j'ai toujours été pressée de passer les étapes, mais je pense qu'il faut quand même prendre son temps, ne pas y aller sans être vraiment prêt. Après, si je m'y retrouve, bah, pourquoi pas, ça sera une expérience de plus. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de gagner déjà en régularité, comme je l'ai dit avant, et ça va se faire en courant des courses, beaucoup de courses. Et ça en IBU parce que en Coupe du Monde, faut pas trop se leurrer. Si tu montes au début en tant que jeune, voilà, tu peux courir le sprint, peut-être la poursuite, mais ça fait quand même beaucoup de temps d'attente Mmh. aussi. Ouais, c'est vrai. Et on le verra au fur et à mesure de la saison, mais peut-être en IBU Cup, tu seras peut-être bien classé au général et finalement, ça deviendra peut-être un objectif au fil de l'hiver. Après, on est loin encore aujourd'hui, mais et on sait que ça peut devenir après une porte d'entrée pour la Coupe du Monde, la Oui, saison ça c'est d'après. sûr. On le voit on l'a vu avec Lou Jean Monod, avec la Avec Océane Océane Michelon. aussi. Donc c'est quelque chose voilà, qui peut être un objectif au cours d'hiver et on voit voilà que Océane Michelon et Jeanne Richard sont dans le groupe A, vont débuter l'hiver en Coupe du Monde. Tu joues avec elles sur pas mal de courses quand même, donc on est quand même proche, à la fois proche et un peu loin aussi de la Coupe du Monde. C'est compliqué, enfin c'est comme difficile, comment dire, de se projeter, mais en même temps, on a envie peut-être de se dire, je suis quand même pas loin, quoi. Enfin, c'est le sentiment quand même assez partagé, comme tu le Ouais, disais. ouais, non, c'est sûr. Ouais, ce sera toujours, de toute façon, c'est un objectif qui est peut-être à long terme, mais c'est l'objectif de chaque biathlète, je pense. Ouais. Bon. Et en tout cas, en parlant d'objectifs,
Alors, je sais pas si tu es au courant, Anaël, mais en 2030, il y a quelque chose de pas mal. Je sais pas Ouais, de. ça peut être sympa en effet. Ouais, 2030, donc c'est dans 6 ans. T'en auras 26. Donc, t'y penses à ces jeux? C'est quand même. Est-ce que c'est même devenu l'objectif de ta carrière, peut-être? Pour l'instant, c'est vrai que j'y pense pas du tout parce que en fait, c'est encore loin quand même et d'ici là, il va y avoir fort à faire avant de penser à ça. Donc, je pense que j'y penserai en temps voulu Ouais. mais pour l'instant, c'est encore loin et je préfère me concentrer sur les progrès que j'ai déjà à faire dans les années à venir. Hmm. Et pendant 2026, t'y penses pas du tout? Parce Non, que enfin, finalement, alors certes, il y a du monde devant, hein, on l'a dit, hein, mais bon, je, après, je pense que ça serait pas trop pertinent d'y penser. Ça serait un peu vendre la peau de l'ours avant de ouais, l'avoir tué parce que en fait ça serait pas ça marcherait pas. Je pense qu'il faut déjà se concentrer sur faire les choses le mieux possible les choses actuellement et puis voir où cela nous mène mais je pense qu'il voilà il faut pas essayer de voir les choses trop grand trop en avance c'est ça pas En serait un se an et d'actualité. demi, projeter hein, ça un va peu venir loin. vite, hein. Ouais. Bon, en tout cas, c'est Euh, vrai que forcément, en 2030, ça va arriver aussi très vite, hein, finalement. Hein, ouais. c'est, ça va très vite arriver, mais oui, c'est vrai que c'est encore dans 6 ans En fait et je pense que si ça doit arriver ça arrivera et en fait c'est pas quelque chose à faut pas essayer de se préparer pour ouais. parce que si le niveau est là au bon moment, il sera là, mais c'est pas en y pensant des années en avance que ça marchera mieux ou plus vite. Et surtout, on sait que pour les jeux, hein, comme pour les mondiaux, les quotas sont réduits, donc pour se faire une place, c'est encore plus dur que même pour la Coupe du Monde. Donc, chaque Surtout chose dans cette en équipe son de temps. France Voilà. féminine. Ouais. C'est à la fois une chance et pas de chance, en fait, hein, cette équipe féminine, parce que ça pousse. C'est une fierté de pouvoir courir dans ce groupe, mais en même temps, on peut se dire, si je serais dans une autre équipe, je serais au jeu, alors que là, malheureusement, je suis bloqué, alors que je mériterais clairement d'y être, quoi. Donc, après, ça fait partie du jeu d'être en équipe de France. Et en tout cas, en tant que simple spectateur, nous, on prend beaucoup de plaisir à suivre ce groupe féminin, que ce soit donc A ou B, hein, qui nous font vraiment plaisir durant tout l'hiver. Et même, je parle des A et B, mais aussi on peut parler des juniors, des jeunes. Et vraiment, on a vraiment plusieurs générations Ouais. à venir. Je pense qu'il n'y a pas forcément trop de soucis à se faire de ce côté-là, plus que malheureusement chez les garçons, même si chez les jeunes, on voit qu'il y a du monde qui arrive plus chez les jeunes quand même, avec notamment Antonin Guy, qui performe quand même pas mal sur les derniers hivers. On a évidemment Eric Perrault, qui est quand même très jeune encore, qui sera sans doute le chef de file les prochaines années. Mais il y a moins cette densité qu'on retrouve chez les filles et qui voilà, nous font vraiment plaisir sur quasiment toutes les courses la saison, que ce soit donc sur voilà, tous les circuits. Donc c'est vraiment un plaisir, mais c'est vrai que pour vous, c'est une bataille de tous les instants, que ce soit voilà, vos adversaires ou compatriotes. C'est un sacré niveau. Bien, alors Anaël, avant de conclure cet épisode, on va évidemment finir par le petit jeu. Et pour orchestrer tout ça, je passe la main à Aurélie. Aurélie, est-ce que tu peux déjà un peu expliquer les règles Alors à oui, Anaël? c'est pas très très compliqué, tu vas voir. C'est un tu préfères, donc il n'y a pas de mauvaise réponse possible, mais par contre il faut une réponse. Donc c'est un choix A ou B. Et voilà, tu préfères comme ça spontanément. Tu peux aussi nous expliquer Oui, pourquoi plus ce choix que l'autre. Et allez, t'as une balle bonus, une balle joker, Et si tu c'est ce veux. que j'allais dire. Il me semble que certains ont eu droit à une balle joker. ouais. Voilà, bon, on Mais verra, on verra, on verra, on il verra. y a un tour de Allez, pénalité derrière, mais ok. J'ai l'habitude. voilà. Ça va. Non. Alors, tu Allez, préfères. Aurélie. Tu es prête? Tu préfères Je tir suis couché, prête. tir debout? Tir couché. Tir couché? Ouais. Ok. Pourquoi? Tir couché parce que c'est un petit peu plus bête et méchant si on est en face et enfin c'est vraiment c'est la technique qui parle et il n'y a pas de question de jambes qui tremblent, d'émotion qui fait bouger la cara et voilà. Ok. C'est facile. Ok. Est-ce que tu préfères gagner un gros globe de cristal ou un titre olympique?
Un titre olympique. Parce que c'est que tous les 4 ans. Ouais, le prestige des Jeux Olympiques peut-être aussi. Ouais, et puis un titre olympique, il y en a sur une carrière, il y en a peut-être 2 ou 3 de possibles, alors que un globe de cristal, il peut y en avoir 10, 12, 15 pour les plus courageux. Et ça a une autre portée aussi. Mais tu dis pas non quand même à un gros globe de cristal? Non, jamais. Ouf, il me rassure. Non, ok, non, c'est intéressant. Tu préfères lire un livre ou regarder une série? Regarder une série. Regarder une série parce que l'hiver, c'est souvent l'hiver que j'ai le temps de faire ces activités et en fait entre 2 courses, j'emmène toujours un livre, mais des fois l'énergie mentale elle est pas là. Regarder une série quand même. Voilà. Ouais, le marque-page en fait c'est la même page du début à la fin de saison, c'est ça en fait, Anaël? Peut-être pas du début à la fin de saison, mais il y a des moments où c'est vrai que ça bouge pas beaucoup. Et tu regardes une série là en ce moment ou je sais pas, t'as une série que t'aimes bien, un coup de cœur ou Ouais, non, là en ce moment je regarde pas trop. Je pense que la dernière que j'ai regardée ça devait être celle du Tour de France, donc ça doit être un peu. Ok. Ah oui, sur Netflix, ok, en effet. Ok. Ok, tu fais du biathlon, tu préfères le ski ou le tir? Le ski. Oh, c'est bizarre ça. Mais Ça, j'aime c'est bien la le tir aussi, j'y prends goût. Ouais. Bizarrement, je suis pas très surpris de ta réponse, Anaël. Ouais, bah oui, parce que par rapport à tes qualités, finalement. Ouais, et par rapport, le plaisir, peut-être. c'est pour l'instant une sensation de facilité que j'ai pas trouvé au pas de tir aussi, voilà. Donc ouais, le ski pour l'instant, en tout cas. Ok. Bah, ce serait bien qu'on t'ait une prochaine fois sur le podcast et que tu nous dises le tir. Ça serait. Je sais pas si je pourrais dire le tir un jour, mais j'aime tellement l'effort physique que. Ouais. Je sais pas, mais peut-être. Il faut jamais dire jamais. Ouais, puis le ski, c'est quand même aussi plus un hobby. On va en promenade à ski de fond. Ouais, c'est ça. On va rarement tirer pour le plaisir. Enfin, si, ça doit se faire. Si, aussi, mais c'est quand même c'est pas pareil. Ouais. Tu te balades rarement avec une carabine dans le dos, oui. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, en parlant d'effort physique, c'en est peut-être un petit peu Aurélie, ce que tu as demandé là. Ouais, bon. Alors, le dernier, t'es prête? Tu nous as dit que tu aimais bien faire la cuisine, mais du coup, tu préfères manger une raclette ou une tartiflette? Ah, je m'attendais à cette question. Mais alors, c'est peut-être ma balle de pioche parce que je suis pas une vraie montagnarde. Je suis pas trop plat au fromage. Ni l'un ni l'autre. Et pas fromage. Oh là là. Donc ça serait, je dis pas que j'aime pas, mais ça serait pas mes plats préférés, ouais. Ah d'accord. Donc tartiflette ou raclette, peut-être raclette alors. Ouais. Je crois que c'est Gilles Guigona aussi qui est pas très fromage. Ouais, non, c'est pas la grande passion. Ah ouais, d'accord. Et est-ce qu'il y a un plat que t'aimes bien? Alors on change. Ah. Tu préfères pizza ou pasta? Pasta. Ouais. Pasta, c'est le plat des athlètes aussi, c'est pour ça, non? Ouais, mais parce que j'ai découvert des très bonnes pâtes. Quand c'est vraiment bien fait à l'italienne, c'est quand même. Ça vaut le coup. Ouais. En faisant des stages en Italie, par exemple, ou Ouais, notamment des courses en Italie. Ça fait découvrir un petit peu la culture locale aussi. Bah, j'approuve, Anaël, parce que oui, je suis allé je pas envie de me raconter ma vie, mais je suis allé en Italie il y a quelques jours pour mes vacances dans les Dolomites et j'ai mangé des très bonnes pâtes aussi. Donc, c'est vrai que et des très bonnes pizzas aussi. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Donc, voilà. Mais c'était des bonnes pâtes, c'est vrai que c'est pas des panzani, quoi, c'est sûr. Pour pas citer de marque. Très bien. Bon, bah, ça fait quoi alors comme score, Oli? Eh ben, ça fait 5 sur 5, non? Ouais, avec une balle de pioche alors. Oh, à peine parce qu'on a juste changé la question. Anaël a fini par répondre raclette finalement. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai. Moi, je pense que c'est un sans faute. C'était pas non plus une raclette convaincue. Bon, allez, on va dire que c'était cordon. Cordon rentrant. Cordon rentrant. Mais juste. On était pas loin de la note pénalité, mais on l'accepte quand même. Voilà. Bon, allez. Merci Aurélie pour le petit jeu. Dernière question, Anaël. C'est quoi la suite du programme là, ces prochaines semaines? Alors la suite du programme, c'est donc là on est le 29 septembre, c'est un départ en stage pour Prémanon demain matin.
pour 6 jours après Manon. Et puis après, une petite semaine à la maison avant de repartir en stage et le Summer Tour à Arson. Et en point de mire, les courses de Baissan, c'est ça? En point de mire, voilà, les courses de Baissan qui vont arriver autour du 10 novembre et un stage sur neige la semaine d'avant. Ouais, c'est des courses importantes parce que ça va définir aussi le début de ta saison, c'est ça? Si tu vas débuter en IBU Cup ou pas? Ouais, c'est ça. La Junior Cup, t'es encore junior, Anaël? Je suis encore junior 2 années, ouais. Cette année donc, et l'année prochaine. Donc j'ai aussi cette possibilité-là. Bon, après, la Junior Cup, c'est pas forcément ce que tu vises, je pense. Donc, ce qui t'intéresse surtout, c'est l'IBU Cup. Après, d'ailleurs, je sais même pas si cette année, donc la France va faire toutes les Junior Cup parce qu'on sait qu'il y a 2-3 ans, vous avez fait que les grands championnats. Il me semble que oui, alors je pense que ça va être un petit peu pareil cet hiver. Ils n'ont pas prévu d'aller de partout. Okay. Et par contre, moi, c'est vrai que j'ai pas mis de croix sur les championnats du monde junior. C'est un événement auquel j'aimerais bien participer quand même une deuxième fois avant de plus être junior. Donc cet hiver ou pas, ça je sais pas, mais j'aimerais bien y retourner, ça c'est sûr. Ouais. En plus, là, tirer en tant que favorite, tu pourras pas te cacher sur ces mondiaux juniors, si tout se passe bien l'hiver à venir. Ouais, si tout se passe bien, et puis ça serait le but de pouvoir repartir de cette catégorie junior avec une médaille aux mondiaux, ça serait quand même beau. D'ailleurs, dernière petite question à Anaël, je ne sais pas si tu as vu dans l'actualité, l'IBU a pris différentes décisions. Ils ont décidé de supprimer les mondiaux jeunes et aussi les championnats du monde, le championnat d'Europe junior. Qu'est-ce que tu en penses de cette décision? J'en pense, alors je sais pas exactement les raisons. C'est vrai que moi, quand j'ai pu faire alors j'ai fait les Fauges et puis les championnats d'Europe junior aussi il y a 2 ans. Et je trouve que c'est des événements où en tant que jeune ou en tant que junior, on prend quand même beaucoup d'expérience. Et c'est les premiers événements internationaux. Donc moi, je trouvais ça bien en tant qu'athlète. Voilà, je suis peut-être un petit peu déçue qu'il les supprime, mais parce que oui, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir un avant-goût de saison internationale après si on monte plus tard sur l'IBU ou même la Coupe du Monde. Bon, après, l'IBU a dit qu'il verrait pour mettre un autre événement ou quelque chose de semblable par rapport aux mondiaux jeunes, mais en tout cas, oui, c'est vrai que maintenant, les championnats du monde junior ne seront réservés qu'aux juniors. Il n'y aura plus de mondiaux juniors et jeunes, donc à partir de 2027. Après, c'est vrai que les jeunes peuvent, normalement, je crois que les jeunes sont en catégorie, en tout cas, certaines années jeunes peuvent aller sur les Fauges ou les jauges. Donc, ils auront quand même cet événement-là international qui est déjà vraiment une super expérience. À voir les prochaines saisons, comment ça fonctionne, mais c'est vrai qu'il y a pris pas mal de décisions ces derniers jours qui vont chambouler un peu les hivers à venir, mais d'ailleurs, on va sans doute en parler dans un podcast prochainement. Mais en tout cas, merci, Anaël, d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir. Durant cette dernière heure. On a pris beaucoup de plaisir. J'espère que toi aussi, pouvoir échanger avec nous et avec toi. C'était vraiment super chouette. C'était chouette, on te souhaite un très bel hiver. Alors déjà, une bonne fin de préparation, parce qu'il reste quand même encore, je le disais, 2 mois. Ouais. Donc, c'est pas rien encore. Donc, merci à toi, Anaël. Bravo et pour ta dernière saison et bon courage pour la saison à venir. Ouais. On te souhaite et on croise les doigts. plein de réussites. Merci beaucoup. On te souhaite plein de réussites et des victoires encore à l'appel et pourquoi pas mieux que l'IBU Cup. En tout cas, on croise les doigts pour toi. Merci Aurélie d'avoir été avec moi. En prie, merci de m'avoir invité. Accompagné. C'était un plaisir de te retrouver après cette longue pause, j'ai envie de dire presque longue pause olympique avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Et en tout cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés une nouvelle fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à réagir à cet épisode, à soutenir Anaël, à lui souhaiter bonne chance, bon courage pour l'hiver à venir. Encore merci Anaël d'avoir été avec nous et on se dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde! Merci, au revoir.